Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts des entretiens du Cercle des managers éclairés. Je vous propose aujourd'hui d'éclairer une piste de réflexion autour d'une question qui me mobilise et peut-être que vous aussi. Comment construire le management de demain en libérant le potentiel du manager ? Les sujets traités autour de cette question sont tirés du cycle de formation que je crée, devenir un manager éclairé et inspirant à partir de sa personnalité managériale. Mon intention est de partager avec vous les différentes clés qui m'ont permis de grandir professionnellement en tant qu'entrepreneur et manager et qui ont changé littéralement ma vie. Parce que selon moi, le meilleur outil du manager, c'est le manager lui-même. Alors, je suis Sandrine Twitou et j'aime à me décrire comme une architecte du monde professionnel de demain. Depuis 10 ans, j'ai accompagné une cinquantaine d'entreprises, de managers et leurs équipes et je me suis rendu compte que le travail sur la personnalité du manager avait des répercussions directes sur le développement de l'entreprise. Et c'est ce sur quoi je travaille au quotidien depuis toutes ces années. Notre personnalité s'appuie sur nos différentes intelligences et bien souvent, certaines ont été plus développées que d'autres. Parmi nos multipotentialités, aujourd'hui, je nous propose d'explorer la prise de décision en environnement complexe et incertain. Et ce sujet fait partie de notre quotidien, encore plus en ce moment, avec la crise que nous sommes en train de traverser. Et justement, pour amener plus de clarté et d'expertise sur le sujet, je suis ravie d'accueillir Bernard Anselem. Bonjour Bernard. Bonjour Sandrine. Alors, je vais prendre quelques minutes pour présenter votre parcours qui me semble vraiment très riche et très dense. Et j'ai déjà envie de poser que vous êtes médecin, ce qui amène déjà votre couleur par rapport au sujet de ce podcast. Alors, avant de présenter vos multiples casquettes, j'ai envie de présenter votre objectif par rapport à vos missions professionnelles. C'est celui de traduire en applications concrètes et en langage courant les recherches en neurosciences cognitives afin d'utiliser au mieux nos compétences professionnelles. Et vos domaines d'activité privilégiés sont les neurosciences des émotions, la prise de décision, la motivation et l'adaptation au changement. Alors, vous êtes médecin et vous avez également obtenu un Master 2 de recherche neuropsychologie et vous êtes spécialiste en imagerie médicale. Vous avez également un certificat de Science of Happiness de Berkeley, Université de Californie. Vous êtes aussi formateur professionnel de médecin et auteur conférencier. Et votre palmarès ne s'arrête pas là puisque vous avez écrit également 3 ouvrages. En 2017, Je rumine, tu rumines, nous ruminons aux éditions Erol. En 2019, Les talents cachés de votre cerveau au travail aux éditions Erol. En 2021, Ces émotions qui nous dirigent aux éditions Alpen. Vous êtes également membre du comité d'éthique de recherche et chargé d'enseignement à l'Université de Savoie. Waouh! Alors, je suis ravie vraiment, Bernard, que vous ayez accepté mon invitation. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez nous proposer autour donc, de la prise de décision en environnement complexe. Et j'ai envie de démarrer notre échange en évoquant une phrase en fait qui a été pour moi une prise de conscience dans mon parcours, c'est qu'on devient souvent l'expert de ce qui nous a le plus manqué. Et donc j'ai envie de vous poser la question de ce qui vous a le plus manqué, qui vous a permis aujourd'hui de devenir un expert dans les sciences cognitives, des émotions et de la prise de décision. Quand j'ai fait ce master de recherche là, je suis tombé sur ce sujet de recherche qui était les neurosciences des émotions et de la prise de décision, qui était basé sur un travail de quelqu'un qui est très connu dans le milieu des neurosciences, qui s'appelle Antonio Damasio, et donc il y a un bouquin bien connu, L'erreur de Descartes, et donc ça m'a tout de suite passionné, et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait des applications pratiques dans la vie de tous les jours. Et d'autre part, quand j'ai fait ce master de recherche, au départ, c'était pour intégrer un labo de recherche. Et en fait, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait le plus, c'était pas de mener une étude pendant 1 année ou 2 années de A à Z. Ce qui m'intéressait, c'était la partie bibliographie, c'est-à-dire retrouver les travaux de mes collègues, les lire, les comparer, et puis surtout les partager, les diffuser. Donc tout naturellement, je me suis orienté plus vers un métier de diffuseur et de passeur de connaissances dans le monde du travail. Et finalement, quand vous évoquez Antonio Damasio, qui est très connu, en quoi ça vous a interpellé ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin ? Je pense que c'était un monde
c'était une boîte noire, quoi, un monde inconnu. Même pour moi qui était dans le milieu médical et l'imagerie médicale depuis des années, j'avais jamais entendu parler de ces notions-là sur un plan médical. Hein. Bon, il y avait le côté neurologique, bien entendu, de Damasio, qui lui était bien connu, mais ce côté aide du mental à la prise de décision, c'était quelque chose qui était pas tellement, enfin pour ma part, qui était pas très connu il y a une quinzaine d'années pour moi, et j'ai trouvé ça passionnant et j'ai eu envie de partager. En fait, ce que j'aime, c'est moi, ma devise, c'est aimer faire comprendre des idées nouvelles d'une part, et d'autre part prendre les 3 verbes séparément, pousser les gens à aimer faire les choses. Deuxièmement, pousser les gens à entrer en action. Et troisièmement, les aider à comprendre notre cerveau. Donc, pour moi, c'est vraiment aimer faire comprendre, et c'est ça qui m'a donné envie de partager un petit peu tout ce que j'apprenais dans ces milliers de recherches sur les neurosciences cognitives. Moi, j'ai envie de comprendre finalement qu'est-ce que ça permet en fait de comprendre ça, la place justement du mental dans la prise de décision. Ça permet de découvrir quoi, d'obtenir quoi? Disons que pendant très longtemps, on est resté sur un mythe de l'homme rationnel, et que donc tout ce qui n'était pas rationnel était donc un parasite, quoi, un parasite à la pensée intelligente. Et alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Hein, ce sont nos intuitions qui vont alimenter notre pensée analytique et rationnelle. La pensée analytique et rationnelle, elle prend des éléments qui sont stockés en mémoire dans notre cerveau, mais pour les prendre, elle va être guidée par l'intuition et par nos émotions. Et ça, c'était très peu connu. Maintenant, ça commence à être un peu plus connu dans les milieux les gens qui s'intéressent au leadership connaissent un petit peu ça. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises où c'est pas encore assez connu. Et finalement, en fait, le fait que ça devienne de plus en plus connu, ça permet de résoudre quoi au quotidien? Justement, vous parlez du monde professionnel, par exemple. Alors, si la connaissance suffisait à prendre les bonnes décisions, ce serait bien. Malheureusement, la connaissance, ça n'est qu'une première étape. Et une fois qu'on a compris comment fonctionne notre cerveau, après, il faut apprendre à l'utiliser au mieux et apprendre à changer nos habitudes, nos comportements mentaux. Et alors ça, c'est encore un autre défi. Et donc pour ça, il y a des méthodes, il faut du temps, il faut de la motivation, mais on peut très bien améliorer ses capacités de décision, ses capacités analytiques, mais aussi ses capacités humaines. Les fameux soft skills dont tout le monde parle. Et donc, on peut améliorer toutes ces capacités avec un travail sur soi qui permet de progresser dans la direction que l'on a choisie. Si vous deviez définir ce qu'est la prise de décision, qu'est-ce que vous diriez? Alors, la prise de décision, c'est une fonction extrêmement complexe qui intègre un peu toutes les fonctions du cerveau. Ça s'applique aussi bien à des décisions extrêmement triviales, comme choisir ce que l'on va manger au prochain repas, ou bien des décisions stratégiques qui vont nous engager pour des années. Donc, ça englobe vraiment un domaine qui est plus que large, quoi. Ça englobe l'univers, quoi. Oui, j'ai envie d'utiliser une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle du chercheur d'or. Finalement, en quoi cette discipline est-elle une pépite, selon vous? Le fait de comprendre comment nous fonctionnons va nous donner un degré de liberté supplémentaire, et donc va nous permettre de prendre du recul sur nos comportements, et donc de pouvoir choisir soit le comportement intuitif qui nous vient à l'esprit en premier, soit au contraire de le critiquer, de s'apercevoir qu'il n'est peut-être pas le plus pertinent, et de choisir d'autres comportements, soit liés à une analyse plus poussée, soit en prenant des avis avec d'autres personnes, soit en s'auto-critiquant, non pas en se maltraitant, mais en critiquant son analyse pour essayer d'améliorer cette analyse, justement, pour essayer de penser contre soi-même, pour essayer d'améliorer la prise de décision. Et donc, la pépite, ça va être de pouvoir gagner en liberté et de gagner en sagesse pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et c'est en même temps de pouvoir gagner aussi en capacité de mieux communiquer avec les autres et de mieux trouver ses forces, ses motivations, ses moteurs en soi, et pouvoir
pouvoir s'adapter donc à ce monde qui est incertain et changeant en permanence. Et si jamais, justement, hein, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, la période dans laquelle nous nous trouvons a pu rendre incertain justement les prises de décision, qu'est-ce qui se mobilise justement dans ces moments-là où, si on fait référence par exemple à un dirigeant, qu'est-ce qui peut le tétaniser ou le pousser justement à prendre une décision? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit? Le monde dans lequel on vit, donc c'est une banalité de le dire maintenant, mais est de plus en plus rapide, de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. Les générations précédentes avaient aussi de la complexité, avaient aussi beaucoup d'incertitudes, mais ils n'avaient pas cette avalanche d'informations permanentes, le rapport au numérique, l'infobésité, le fait de devoir prendre des décisions toujours plus rapides. On est en permanence soumis à cette pression. On avait déjà la pression des objectifs, elle existait déjà dans les générations précédentes, mais elle est encore plus forte actuellement. Donc, on a toujours cette pression permanente qui fait qu'on doit prendre des décisions rapidement et dans un milieu incertain. Alors, un milieu incertain, c'est important de préciser, c'est que quand on a tous les éléments en main, on peut faire une analyse intelligente et poussée d'une situation. Mais quand il y a de l'incertitude, eh bien, toutes nos réflexions analytiques peuvent être mises en défaut. Donc, on a besoin d'une dimension supplémentaire. Cette dimension supplémentaire, ça va être notre expérience, notre intuition et notre état émotionnel qui peut nous aider ou au contraire nous égarer. Et donc, ça, c'est peut-être il y a une chose à retenir sur la prise de décision, c'est que elle est influencée par notre état émotionnel, nos peurs, nos ressentiments, nos angoisses, nos croyances limitantes. Et donc, tout ça peut influencer dans le mauvais sens nos décisions, ou au contraire, si on sait aller chercher nos motivations profondes, au contraire, nous aider à aller dans un sens positif et mieux répartir son énergie pour mieux arriver à ses buts, pour mieux atteindre ses objectifs. Donc, c'est vraiment le côté non conscient de la prise de décision est vraiment très important. Et ça, c'est le premier message à faire passer, c'est qu'il y a toute une part qui se construit en dehors de notre conscience et qui va nous amener à faire les raisonnements que nous sommes amenés à faire. Alors, vous venez déjà d'évoquer les défis auxquels justement des managers et dirigeants peuvent être soumis. Vous parlez du numérique, d'une pression en fait, de la rapidité d'ailleurs des informations qui peuvent arriver, qui font que si on doit prendre une décision rapidement, on peut se sentir, j'aime bien le mot pression, et c'est la pression qui pourrait en fait faire émerger le stress. Alors, vous n'avez pas parlé, je ne sais pas si vous avez vraiment parlé du stress, mais c'est ça qui pourrait aussi être en jeu dans les prises de décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un monde idéal, on va analyser, on va prendre des éléments, on va les analyser, on va sous-peser les différents éléments et on va prendre la meilleure décision possible. Mais ce monde-là n'existe pas dans l'entreprise, puisque là, on va avoir effectivement différentes sources de stress, la pression des objectifs, déjà, qui peut fausser un peu notre vision, c'est-à-dire que ça va nous pousser à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement. La variabilité des situations, on a l'incertitude est partout, que ce soit au niveau macroéconomique ou au niveau de l'entreprise, ou au niveau de ses actions quotidiennes. Le fait qu'on va être soumis à des pressions émotionnelles dont on n'a même pas conscience. En général, quand on a une peur ou une croyance limitante, par définition, elle n'est pas présente à notre esprit. Si on prend une décision de protection, ça peut être quelque chose de très bien parce qu'on a analysé un risque et on veut se protéger. Ça, dans ce cas, il n'y a rien à dire. Mais très souvent, ça peut être aussi parce que on a une peur qui est un petit peu hypertrophiée pour une raison ou pour une autre, parce qu'on a été exposé à un risque auparavant. Et donc, cette peur va focaliser notre esprit sur une partie de la situation et va nous masquer tout le reste. Une émotion, c'est un petit peu comme un télescope, ça va améliorer notre vision dans un endroit très précis, et par contre, ça va nous boucher tout le reste. Une émotion peut perturber une bonne prise de décision. C'est pour ça qu'il y a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des moyens un petit peu d'améliorer sa prise de décision en connaissant bien, d'une part, ses besoins, la situation, mais également son état émotionnel.
Alors, c'est une belle transition parce que justement, j'avais envie de vous poser la question, finalement, quels sont les critères à prendre en compte quand on doit prendre en fait une décision la plus juste possible par rapport à la situation dans laquelle on est? En général, dans les milieux psychologiques et de neurosciences, on distingue deux types de décisions. La décision spontanée, automatique, on va parler à ce moment-là d'une décision intuitive. Et en psychologie, on parle d'une heuristique. Une heuristique, c'est-à-dire que c'est une décision qui va s'imposer à nous, simplement à notre conscience, par un phénomène automatique. Et puis, l'autre prise de décision, c'est la décision analytique, c'est-à-dire qu'on va peser le pour et le contre de tous les éléments, le plus d'éléments possible. On va avoir une démarche qui va progresser pas à pas, séquentielle. Et là, c'est une démarche consciente cette fois-ci. Et c'est une démarche qui demande plus de temps, qui demande plus d'énergie, plus de focalisation, d'attention. Donc, c'est un phénomène en général qu'on va réserver plutôt à des questions un peu complexes et à des questions, ou alors à des domaines qu'on connaît peu, ou alors des domaines où les choses ont changé. Par contre, dès qu'on est dans un univers connu, on va être plutôt sur le mode intuitif. Donc, il y a ces deux façons de fonctionner chaque fois qu'on prend une décision. Et si on veut vraiment améliorer sa prise de décision, eh bien, la meilleure chose à faire, ça va être déjà d'avoir ce recul sur nos pensées intuitives. Si je pense ce que je pense, c'est parce que j'ai derrière moi tout un background d'éléments qui m'ont amené à penser cela. Donc, c'est prendre un petit peu, faire ce pas de côté pour pouvoir analyser cette décision intuitive. Alors, cette décision intuitive, elle peut être soit très bonne, parce qu'on a une expérience, soit elle peut être au contraire, elle peut nous égarer du fait d'un biais cognitif, parce que justement, notre vision de la réalité a été déformée soit par une émotion, soit par un besoin d'aller vite, soit par un manque d'éléments. Donc, la pensée intuitive, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle peut être très 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 efficace. C'est ce qu'a montré Damasio, justement. Ou alors, elle peut être, au contraire, très perturbante si on n'a pas assez de recul sur cette pensée intuitive. Et la pensée analytique, eh bien, là aussi, elle va être influencée aussi par nos émotions, un peu moins, puisque là, on prend du recul, mais elle va aussi être influencée par nos émotions, tout simplement parce qu'on va... Pour fabriquer les briques de notre prise de décision, on va aller chercher dans notre mémoire, et dans notre mémoire, on va être influencé par les émotions. Alors, il y a deux axes quand on veut prendre une décision. Il y a deux axes à connaître. C'est est-ce qu'on a de la certitude ou pas sur la situation, et deuxièmement, est-ce qu'on a de l'expérience sur cette situation. Ce sont deux éléments qui sont très importants. Si on a de l'expérience et qu'on est dans un environnement connu, certain dans le sens qu'il y a peu d'incertitudes, eh bien là, nos intuitions vont être les plus efficaces. C'est ce qui se passe quand vous êtes expert professionnel ou quand vous êtes un sportif entraîné ou quand vous êtes un artiste, que vous connaissez bien votre domaine, l'univers est bien connu, il est bien maîtrisé. Donc là, les intuitions vont être au maximum. Donc là, elles vont vous aider. Par contre, si vous avez de l'expérience et un environnement incertain, alors c'est là où vous pouvez faire des erreurs. Parce que vous avez un excès de confiance parce que vous avez de l'expérience, mais par contre, la situation, elle est changeante. Donc là, vous pouvez avoir un excès de confiance, et c'est pour ça que des prévisions politiques ou économiques ou toutes sortes de prévisions sont mises en défaut les experts sont mis en défaut parce qu'ils ne maîtrisent pas la situation. Et dans ces cas-là, il faut avoir donc plusieurs scénarios possibles. Avant de prendre sa décision, il faut explorer plusieurs scénarios possibles. Et puis, il y a le côté aussi inexpérience. Si vous manquez d'expérience dans un domaine, donc là, vous ne pouvez pas faire confiance à votre intuition, puisque à ce moment-là, l'intuition ne vous sera d'aucun secours, puisqu'elle manque de briques, elle manque d'éléments pour apprécier la situation. Alors, si on est dans un environnement certain et qu'on est inexpérimenté, ça s'appelle un débutant. On est débutant dans un domaine, donc on va apprendre. Mais si on est inexpérimenté dans un environnement incertain,
alors là, c'est encore beaucoup plus compliqué puisque là, on n'a ni l'expérience, ni l'univers connu. Donc là, il faut être très, très prudent dans les décisions qu'on prend. Donc moi, j'engage un petit peu tous les décideurs, tous les gens qui ont des décisions à prendre, à prendre cette décision selon cette grille des deux éléments. Est-ce que je suis dans une situation connue, certaine, ou au contraire avec beaucoup d'incertitudes? Et deuxièmement, est-ce que j'ai l'expérience de cette situation? Est-ce que je ne l'ai pas? Et à partir de là, on va pouvoir commencer à réfléchir à la décision. Alors, j'ai envie là de vous demander quels conseils pratico-pratiques vous pourriez donner, donc au-delà de se poser ces questions-là. C'est se dire, voilà, si je ne fais pas appel à mon intuition et si je dois réfléchir et en même temps, je peux parfois, même en ayant réfléchi, faire appel aussi à mon intuition. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux personnes qui se disent comment je peux faire? Il faudrait distinguer deux types de décisions. D'une part, les décisions quotidiennes qu'on doit prendre dans le cadre de son travail et où on doit aller vite. Et deuxièmement, les décisions stratégiques. Dans les décisions quotidiennes, je dirais que le truc à avoir, c'est d'être capable de prendre son état émotionnel, d'apprécier son état émotionnel du moment. Si on est sous l'influence d'une émotion forte, donc se méfier de son intuition. Si on est sous l'influence d'une angoisse, d'une anxiété, d'une colère, d'une déception, d'un ressentiment, d'une culpabilité, tout ça. Donc là, faire attention à la décision que vous allez prendre. Prendre du recul par rapport à cette décision intuitive. Par contre, si on est dans un état favorable, c'est-à-dire on est dans un état émotionnel modéré, eh bien là, au contraire, nos émotions vont nous aider. C'est ce qu'avait montré Damasio avec le test de l'Iowa Gambit Test, où il montrait que si on écoute ses émotions, là, notre mémoire émotionnelle va nous aider à prendre les bonnes décisions intuitives si on est dans un cadre favorable, si on a de l'expérience et si l'univers est bien connu. Et puis, si c'est une décision stratégique, alors là, c'est plus l'émotion du moment qui compte, ça va être notre personnalité et notre expérience. Donc, si on a de l'expérience, on va pouvoir s'aider de ses intuitions, mais il y a la personnalité. Si on a une personnalité impulsive, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui, par exemple, on aime les jeux d'argent, on aime les émotions fortes, on a des addictions, ou alors dans un autre domaine, on est hypersensible, eh bien là, on va avoir intérêt à se méfier de nos pensées intuitives. Et donc, il va falloir apprendre à prendre du recul, à temporiser et surtout à prendre les avis d'autres personnes. Par contre, si on est quelqu'un, au contraire, qui est très rationnel, qui a tendance à accumuler le maximum de connaissances avant d'aller prendre sa décision, eh bien là, au contraire, ça peut être intéressant d'apprendre à se reconnecter avec soi, d'apprendre à se reconnecter avec ses émotions, avec son corps, pour savoir ce que nous disent vraiment nos besoins profonds de notre organisme, pour ressentir. Quand je dis ça, c'est pas quelque chose d'ésotérique, hein, c'est quelque chose de très physiologique. C'est-à-dire que nous avons enregistré en mémoire un certain nombre de signaux d'alarme qui ne sont pas forcément conscients, mais qui peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions si nous avons tendance à être un petit peu trop rationnel et un peu trop analytique. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, on peut pas donner un conseil qui est valable pour tout le monde. On peut simplement donner un conseil en fonction de la personnalité et en fonction de la situation, c'est-à-dire une situation connue ou pas connue, et j'ai de l'expérience ou je n'ai pas de l'expérience. Et puis, dernier point, c'est échanger avec des gens qui sont dans des situations similaires. C'est fondamental. C'est le seul moyen d'éviter les biais cognitifs, puisque par définition, les biais cognitifs ne sont pas conscients. Donc, on n'en a pas conscience. Donc, si vous échangez avec d'autres personnes, elles ont aussi des biais cognitifs et elles ne sont pas les mêmes que vous. Donc, elles vont pouvoir vous apporter une expérience. Donc, être à l'écoute des autres aussi, ça c'est très important. Avec ces quelques éléments, on peut prendre des décisions en milieu incertain. En tout cas, je vois bien le lien, on va dire, corps-esprit, où on a un tout et que la prise de décision, pour qu'elle soit le plus juste possible, il y a vraiment, alors à la fois, vous évoquez
la complexité, la certitude et l'expérience qui est là. Et en même temps, c'est intéressant de se dire, voilà, on est un tout et peut-être qu'on peut chercher un petit peu plus soit de l'analytique, soit de l'émotionnel pour trouver en fait… Les deux ont leur place, oui. Exactement. Les deux ont leur place. C'est vraiment, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. En général, nous, on a été éduqués, surtout ma génération, on a été éduqués uniquement dans l'analytique et dans le raisonnement et le rationnel. Les jeunes générations sont un petit peu plus sensibles à ce côté aussi émotionnel, intuitif. Mais il faut savoir le manier aussi. L'intuition n'est pas forcément toujours bien positive pour nous. Alors, ça fait le lien vraiment avec ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a aussi une connaissance de soi parce que c'est important de savoir comment justement aujourd'hui je suis avec mes émotions et comment je prends mes décisions et faire ce pas de côté que vous évoquiez. Donc, merci beaucoup Bernard pour ce partage très riche et votre générosité. Alors, je vous rappelle que nous pouvons vous retrouver sur LinkedIn. Vous publiez beaucoup d'articles et de posts autour de ces sujets. Et également sur Internet, nous pouvons retrouver vos articles sur le site managersanté.com. De mon côté, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur mon profil Sandrine Toutou et sur la page du Cercle des Managers Éclairés, ainsi que sur les sites Internet donc du Cercle des Managers Éclairés et de Maxi Talent. Je vous remercie et je vous dis à très vite en toute intimité.